va maintenant aborder le dernier calcul d'application des équations du mouvement. Je vous ai remis au tableau ici ce qu'on a montré tout à l'heure sur les différentes grandeurs, T, Phi et puis R. Et donc la deuxième application qu'on va voir maintenant, c'est le retard de l'écho radar. Ouais. Effet Shapiro. C'est plus classe. Donc l'idée c'est la suivante. Vous avez le Soleil qui est ici. Vous avez Vénus qui est là. Vous avez la Terre qui est là. Et quand on envoie une onde électromagnétique dans cette direction-là, une partie de l'onde, si on la focalise assez bien, on peut à peu près viser Vénus. Cette onde électromagnétique arrive sur Vénus, une partie est réfléchie dans l'espace, une partie nous en parvient. Et donc vous avez une onde électromagnétique qui a fait quelque chose comme ça. Et je mets ici volontairement quelque chose d'un peu penché, juste pour montrer que ça a été affecté par le Soleil. Donc on fait ça, stock, et revient ici, et revient au niveau de la Terre. Et l'effet Shapiro, c'est le fait que le temps de parcours, le temps que met la lumière pour faire l'aller-retour entre la Terre, Vénus et la Terre, eh bien, est en fait un peu différent de ce qu'on attendrait dans un espace-temps plat. Et c'est quelque chose qui se mesure. Alors pourquoi Vénus? Donc ça, je vous en avais un petit peu parlé l'autre fois, mais donc, dans les années 60, quand Shapiro a proposé son test, les gens visaient Vénus avec des ondes radio, parce qu'ils voulaient vraiment voir ce qu'il y avait sous la surface. Or, Vénus, c'est une planète autour de laquelle il y a plein de nuages qu'on ne voit pas à la surface. Donc le radar, c'était la seule manière d'aller vraiment sonder ce qu'il y avait en dessous. Et donc c'était vraiment dans l'air d'envoyer une onde sur Vénus et puis de la voir revenir. Donc ça, c'était dans les années 60. Je crois que c'est en 61 la première fois on a réussi à détecter l'écho sur la planète Vénus. Et donc quelques années après, Shapiro en 64 propose le test de relativité qu'on va voir là, et ça a été vérifié en 68. Tout ça, c'est les années 60. Et alors, tout à l'heure, ce qu'on a fait, c'est qu'à partir des équations qui sont là, on a calculé R en fonction de phi, donc ça nous a donné la trajectoire, ce qui était pas mal si on voulait savoir de quel angle un rayon avait été dévié. Ici, la trajectoire, on s'en fout en fait. Ici, c'est une mesure de temps qui va nous intéresser, donc ce qu'on veut, c'est vraiment quel temps met l'onde pour aller de là à là et revenir. Donc, la variable phi ici, elle ne va pas jouer un rôle important, c'est vraiment t qu'on veut, et ce qu'on va chercher, c'est R en fonction de t. Ou mieux, si on peut avoir t en fonction de R, ça sera vraiment encore mieux. Si on peut savoir combien de temps met l'onde pour aller de tel endroit à tel endroit, ben voilà, c'est ça qu'on veut directement en fait. Donc l'idée, c'est à partir de l'expression qui est ici, trouver t égale. Comment est-ce qu'on fait ça? Techniquement, c'est fini en fait. Je pourrais vous dire, faites-le et vous allez le faire. Si, je vous jure, vous allez le faire. Ah non, vous n'allez pas le faire, mais vous pourriez. Ça, c'est dr sur dt. Pardon, c'est dr sur d sigma au carré est égal à, je pourrais mettre tout ça comme ça de ce côté-là. On a là-bas du dt sur d sigma, donc on va pouvoir remplacer ce dr sur d sigma par du dr sur dt. J'aurais une petite manip à faire, mais en combinant ça et ça, on va obtenir dr sur dt au carré égale quelque chose. Et donc, on enlève le carré, on le met là, on arrange ça comme il faut, on aura dt est égal à quelque chose fois dr. Ça va être quelque chose qui dépend de r. Intégrale, solution, fini, on rentre à la maison pour la faire. D'accord? Alors, ce qui va être un petit peu long, c'est l'étape qui est ici. Puis il y a celle qui mène au résultat ici. Donc je ne sais pas à quel point on va absolument faire tous les calculs. Ce calcul-là, il est vraiment très détaillé dans les notes. Celui-là, il est vraiment ligne pour ligne de calcul. J'avais pris la peine de le faire. Je vais quand même vous le présenter en détail ici. Mais si je vois que ça traîne, je vais surveiller l'heure. Je n'hésiterai pas à sauter une étape de calcul éventuellement. Bon, mais c'est parti. Le programme que je suis en train de vous dire, le début, ça ressemble pas mal à ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais commencer par remplacer R point par quelque chose qui dépend du temps. C'est-à-dire que ça, c'est dr sur d sigma. Si R dépend du temps aussi, la position dépend de l'instant, on a quelque chose qui est en train de bouger. Ça s'écrit aussi dr sur dt fois dt sur d sigma, c'est-à-dire t point. Alors on a écrit la même chose avec ici phi et phi. Voilà.
Donc, je vais remplacer là-dedans le R point par cette expression-là, sachant que le T point, je peux aussi l'exprimer en fonction de R, puisque T point est directement relié à R via la fonction V qui est ici. Et donc ça, du coup, c'est K, C carré sur B, fois dr sur dt. Voilà. Donc, je vais remplacer le R point, je vais l'obtenir là, dans l'équation qui est là. C'est parti. dr sur dt au carré, voilà, K, C2. Et le sur B, bah, je vais l'écrire tout de suite. B, c'était C carré, facteur de 1 moins A sur R. A, c'est toujours le rayon de Schwarzschild. J'ai dit que je mettais tout ça au carré. Donc, c'est parti, ça fait K2, C4. Donc ici, ça fait aussi C4. Là, on a aussi un carré. Et puis les autres termes, on va faire copier. Plus H2 sur R2. Facteur de 1 moins A sur R, moins K2, C2, est égal à, et ici on est en train de s'intéresser à les photons, donc c'est la deuxième ligne ici qu'il faut considérer, donc c'est 0. Allez, je l'écris comme ça, égal K2, C2. On veut, nous, ça va être vouloir vraiment isoler le dt ici, écrire dt égale quelque chose qui dépend de dr. Donc en gros, on va vouloir prendre tout ça, le mettre là, ça, le mettre là aussi, prendre la racine carrée, prendre l'inverse, c'est ça qui va être un petit peu long. Et il y a aussi un point qui nous embête un peu, c'est qu'on a un k et un h là-dedans qui interviennent, et pour l'instant, on n'a pas encore vraiment déterminé ce que ça va laisser. Bon, on va voir qu'on peut, on peut éliminer une des constantes en fait en faisant la remarque suivante. La trajectoire ici du rayon lumineux entre la Terre ici et puis Vénus, elle passe, il y a un point pour lequel le rayon est minimum, je vais l'appeler R0, là, la coordonnée disons, correspondant à ce minimum. Et à ce point-là, si R est minimum, ça veut dire que dr sur dt est nul à cet endroit-là. Ici, on a un point dans la trajectoire auquel dr sur dt est égal à 0. Et bien ce point-là, je vais appeler la coordonnée correspondante ici R0. Et donc en ce point-là, point qui est ici, on a dr sur dt qui est égal à 0, donc en ce point-là, on a 0 fois tout ça, ça fait 0, plus h2 sur r0 carré, facteur de 1 moins a sur r0, est égal à k2 c2. Donc ça, du coup, ça me donne ici la constante k en fonction de r0. Donc je vais remplacer ici le k2 c2 par cette grandeur-là, en fait. Donc j'enlève l'inconnu, la constante k qui ne dit pas grand-chose, en une grandeur qui a la science physique un peu plus claire. Voilà. Donc je vais remplacer dans le k, ici le k par tout ça, et puis ici aussi. Donc c'est parti. Ça veut dire que dr sur dt au carré, fois, alors ici j'avais un k2 c4 sur c4, donc il n'y avait plus de c. Ça me donne H2 sur R0 carré C2, il se retrouve là, facteur de 1 moins A sur R0, sur 1 moins A sur R au carré, plus ce terme-là, H sur R2, facteur de 1 moins A sur R, et ça c'est égal à, donc ce terme-là qui est égal à celui-là, c'est-à-dire H2 sur R0 carré, facteur de 1 moins A sur R0. Je ne me suis pas trompé, j'ai rien oublié. J'ai oublié un carré ici. Okay. Et du coup, vous voyez dans cette équation-là que les H se simplifient. Il est là, il est là, il est là. Donc cette constante-là, en fait, c'est très bien, elle s'en va. Et il ne reste plus du coup la seule grandeur ici, le seul paramètre qui décrit une trajectoire plutôt qu'une autre, c'est le R0 qui est ici final. Donc voilà, c'est cette équation-là, sous cette forme-là, qu'on va s'attacher à résoudre, c'est-à-dire c'est de ça qu'on va tirer T en fonction de R. Donc pour ça, je vais passer ce terme-là de ce côté-là. Donc je vous fais déjà une bande-annonce de ce qui va se passer. Ça va passer là. Ça va passer de l'autre côté aussi. Et puis ensuite, on prendra la racine carrée, l'inverse, etc. C'est parti, première étape, dr sur dt au carré, facteur de 1 sur r0 carré c2, 1 moins a sur r0 sur 1 moins a sur r au carré, égale a, ça j'ai dit que je vais passer là-bas,
1 sur R0, facteur 2. 1 moins 1 sur R0. Moi, la même chose avec des R. Voilà. Ça, je le place de l'autre côté. dr sur dt au carré est égal à 1 moins 1 sur R au carré fois R0 carré C2 sur 1 moins 1 sur R0 facteur de 1 sur R0 carré 1 moins 1 sur R0 1 sur R2 1 moins 1 sur R. Top. Ok. Bon, en fait, alors c'est un petit peu long à écrire, mais bon, c'est pas, on n'obtient pas non plus quelque chose de complètement immonde. Hein. Donc vous voyez qu'on a quelques simplifications là-dedans qui se profilent. Vous voyez ici R0 simplifie avec celui-là, les carrés, ce terme-là avec celui-là. Donc quand je prends ce terme-là, je vais vraiment le distribuer là-dedans. Lui, je vais le laisser dehors parce que il est plus simple à manier comme ça. dr sur dt. Et allez, je prends la racine carrée en plus. Ouf, égale a. 1 moins a sur r. Facteur 2. Et dans la collab, donc ça, je le mets dehors. Alors j'ai le c carré qui reste ici, donc ça fait un c. Voilà. Et donc quand je rentre tout ça là-dedans, le R0 simplifie, lui il reste simplifié aussi, il reste juste 1. Moins, je multiplie par R0 carré ici, ça fait R0 carré sur R2. Et je me retrouve ici avec 1 moins A sur R, et ici un 1 moins A sur R0. Et tout ça, donc du coup, à la puissance 1,5. Ce qui va m'intéresser, donc je vous disais que je voulais T en fonction de R, donc c'est un peu plus simple d'avoir dt sur dr. Le C qui est ici qui devient 1 sur C quand je prends l'inverse, je vais passer de ce côté-là. Là, il reste 1 moins A sur R à la puissance moins 1. Facteur de tout ça à la puissance moins 1,5. Voilà. Formellement, c'est fini. Que je vais passer le dr par là et il faut que je sache intégrer ce truc. Là, vous vous dites, mais c'est bon quoi, on va se coucher tout de suite, on va jamais savoir intégrer ça. Alors, c'est à moitié vrai et à moitié faux. On peut essayer d'intégrer ça effectivement brutalement, analytiquement, et on a effectivement quelque chose qui est un peu compliqué. Là du R, on a bien sûr R qui est là, on en a là. Comme précédemment, en fait, les effets dont on parle ici, ce sont des effets qui sont faibles. Donc le paramètre A ici, A sur R qui intervient partout, et A sur R0 aussi, c'est un paramètre qui est faible. Vous vous rappelez que le rayon de Schwarzschild pour le Soleil, c'est 3 km. Le R0 ici, qui est la distance de plus faible approche, elle est au minimum égale au rayon du Soleil. Le rayon du Soleil, c'est 700 000 km. Si le rayon n'est pas en train de raser le Soleil, ben, R0 sera encore plus grand que ça. Donc vous voyez que ça, c'est vraiment beaucoup plus grand que ça. Donc A sur R, ici c'est A sur R et A sur R0, c'est des quantités qui sont très petites. On va jouer sur ça, on va l'utiliser pour, on va faire un développement limité là-dedans en A sur R, tout simplement. C'est parti. A est très petit devant R et A est très petit devant R0. Donc ça vous dit que C dt sur dr est à peu près égal à, c'est parti, 8 ça fait quoi? 1 plus A sur R. Facteur 2. Alors ici, là c'est un peu plus, il faut faire un peu attention, on ne peut pas le faire directement comme ça, il faut arriver à écrire 1 plus un terme petit. Là on a 1 plus un terme qui n'est pas spécialement petit, c'est eux là qui sont petits, mais tout ça là, ça ne l'est pas nécessairement. Donc on va mettre en facteur ce qu'il faut pour que ça marche bien. Et en particulier, je vais commencer donc par déjà ça, en faire un développement limité. Je vais vraiment faire les choses petit à petit. Ça c'est 1 moins A sur R plus A sur R0. La fraction qui est ici. Là j'ai fait 2 étapes en une. J'ai écrit le 1 sur 1 moins A sur R comme 1 plus A sur R0 et j'ai fait le produit. Donc on trouve ça en négligeant les termes croisés ici en A sur R fois A sur R0. Pouf.
Quand je fais ça, j'arrive du coup, pour l'instant je ne réécris pas ce truc-là, je m'intéresse juste à l'accolade. Je peux du coup écrire le truc qui est petit. Séparer la partie qui est petite de celle qui ne l'est pas, parce que ça s'écrit de la manière suivante. R0 carré sur R2, facteur de A sur R0, moins A sur R. Voilà. Donc, ce bout-là, pof, je le sors, il va là. Et dans ce qui reste, en faisant attention aux signes, ça donne bien ça. Et du coup, si je veux écrire ça comme 1 plus quelque chose de petit, bah ça, je vais le mettre en facteur. Et il va rester 1 plus le truc petit. Alors ça, là, je vais aussi changer un tout petit peu l'écriture. Ça, je vais l'écrire sous cette forme-là. Je mets R2 en facteur. Enfin, je mets au même dénominateur, en fait, et je l'écris comme ça. Là, c'est parti. Donc ça s'écrit comme R2 moins R0 carré sur R2 à la puissance moins 1 demi, facteur de 1 plus. Ici, je me retrouve avec R0 carré sur R2 moins R0 carré, facteur de A sur R0 moins A sur R, à la puissance moins 1 demi. Je vais tout l'écrire. CDT sur DR, c'est égal à 1 plus A sur R, facteur de... Bon. Alors, c'est pas très simple, c'est pas non plus monstrueusement compliqué, hein. Faut faire un peu attention, voilà, on arrive à ça. Et du coup, CDT sur DR, je vais aussi, ça je vais un petit peu simplifier l'écriture, parce qu'il y a plusieurs choses ici qui sont écrites de manière du coup très maladroite, une fois qu'on a fait ça. Le 1 plus A sur R, lui il est là, mais ça vous voyez que du coup, la puissance moins 1,5, ça veut dire l'inverse de la racine carrée. L'inverse de la racine carrée de 1 sur R2, bah, c'est R. Voilà. Et en bas ici, c'est racine de R2 moins R0 carré. Voilà. Ça, c'est la même chose que ça, et c'est plus joli de l'écrire de cette manière-là. Et dans le terme qui est ici, 1 plus R0 carré facteur de R2 moins R0 carré. Je vais mettre en facteur ici, je vais mettre ça au même dénominateur aussi, parce que je vais avoir A ici, R moins R0 sur R0. Puissance moins 1 demi. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que on a une identité remarquable ici. R2 moins R0 carré, c'est R plus R0 facteur de R moins R0. Et donc lui, là, se simplifie avec celui qui est en haut. Donc ça, je vais le faire directement sur le tableau. Ce terme-là, du coup, se simplifie en partie avec celui-là qui donne un plus. Voilà. Et vous voyez aussi d'ailleurs que dans les R0, celui-là se simplifie avec celui-là. Donc, vous voyez qu'on n'a pas un truc non plus monstrueusement compliqué. Et enfin, je vous rappelle qu'on est en train de faire un développement limité dans les quantités A sur R et A sur R0. Donc ce terme-là est très petit devant celui-là. Et donc l'accolade ici, 1 plus quelque chose de petit à puissance moins 1,5, ça fait 1 moins 1,5 de ce quelque chose-là. Donc ça fait R0 A sur R, facteur de R plus R0. Si, bien sûr. Je crois que je vais mettre tous les termes, toi. R2 moins R0. Effectivement, ici, il y a un 2. Ok. CDT est égal à RDR sur R2 moins R0 carré. Et dernière étape, j'ai ça à multiplier par ça. Donc ça aussi, il y a un développement limité à faire. On a ici 4 termes dans le produit, mais on a un terme qui va être négligeable devant les autres, c'est celui dans lequel on a ça fois ça. Et donc on se retrouve simplement avec 1 plus A sur R, moins A R0 sur 2R, facteur de R plus R0. Et on a envie maintenant d'intégrer ça. Donc on a envie d'intégrer ça, c'est-à-dire l'intervalle de temps, l'intervalle de la coordonnée t entre un rayon et puis un autre, c'est simplement donné par 1 sur c fois intégrale entre le point de départ, R1, le point d'arrivée, R2, de tout ça.
Alors là, ça vous ramène à vos cours de maths, où on vous donnait des intégrales tordues à calculer. Ben, il se trouve que ça, on sait en fait. Il y a une primitive et on sait faire. Alors, ça demande un peu de tact. Et ben, vous allez vérifier. Alors, on va le faire dans l'autre sens. Je vais vous donner deux fonctions et vous allez me montrer que la dérivée, en fait, elle ressemble à des choses qui sont là. Plutôt que de faire l'inverse et de chercher la primitive, calculer la dérivée de racine de x-1 sur x plus 1. Voilà. Et ensuite, c'est encore un jeu. Log de x plus racine de x2 plus 1. Vous connaissez le nom de cette fonction-là? En fait, elle a un autre nom. Vas-y. Ça, c'est cette fonction-là, ça s'appelle l'arc cosinus hyperbolique. Là, vous avez 4 années d'études qui se collapsent comme ça, pour former un tout cohérent. Tombez à genoux, les yeux au ciel, un rayon de lumière qui vous éclaire. Composer l'intégrale en 3 parce qu'il y a 3 bouts en fait qui vont se calculer facilement. Et là, j'ai pas été très sympa avec vous en laissant la collage. Vous avez le premier? La première ici, 1 sur x plus 1, facteur de racine de x2 moins 1. Bon, vous vérifierez. Pourquoi est-ce que du coup je vous ai proposé de calculer ça? Vous voyez que ce truc-là, là, ça ressemble beaucoup à ça. D'accord? En gros, si je divise ce qu'il faut par R0, je change de variable, je vais prendre fois R sur R0. L'intégrale qu'on a ici, c'est vraiment quelque chose de ce type-là ici. Donc on va se retrouver ici avec ce terme-là, va nous donner un terme qui ressemble à ça, avec une racine carrée comme ça. Quand on dérive ça, on trouve 1 sur, ça c'est simplement 1 sur racine de x2 moins 1. Vous y croyez pas, hein? Le truc est tout le monde, moi non plus d'ailleurs. Si c'est ça, 1 sur racine de x2 moins 1. Et du coup ça ressemble monstrueusement à ça. Ici on a R et 1 sur racine de R2 moins quelque chose. Donc, si on fait un changement de variable en posant x égale à R sur R0, on va faire apparaître un terme de ce type-là. Et enfin, lui, vous savez le calculer, là, je ne vous ai même pas proposé, mais lui, c'est le plus simple. Ça se calcule comme ça. On fait ensemble le premier terme, intégrale de R dr sur racine de R2 moins R0 carré. Comment est-ce qu'on résout ça? Changement de variable. Ouais, x égale R2. Puisque du coup dx est égal à RdR. Oh, RdR il est là. Intégrale de dx sur racine de, du coup, R2 c'est x moins R0 carré.
Voilà, ben ça c'est facile, hein. La primitive de ça c'est racine de x moins r0 carré avec un 2. Voilà. Et donc si on a deux bornes ici, ben, on met les mêmes bornes et puis voilà, ça donne. Donc d'ailleurs si je remets ici le x, si je remets R2, hein, ça fait quelque chose comme ça. Donc la primitive de ça, c'est ça avec les bonnes bornes ici sur R. Si je reprends le dessin, ça. Okay. On a la masse qui est ici, la Terre est là, et on a un dessin qui est plutôt comme ça. Ici, la déviation, elle est faible. L'effet du Soleil est faible, donc je ne vais pas mettre des angles qui sont bons. Si le rayon est faible ici, le R0 de plus faible approche, il est là. Ce qu'on appelle R, ben, ce que je vais appeler R ici, ben, ça va être par exemple la position de Vénus, ici. On a R qui est comme ça. Si la courbe qui est ici est quasiment une droite parce que l'effet du Soleil est faible, on a un triangle qui est rectangle, mais à peu près ici en fait. Et donc la distance entre ce point-là et ce point-là est donnée par R2 moins R0 au carré. Voilà. Donc on a un triangle rectangle dont l'hypoténuse ici c'est petit r, et donc le plus petit côté ici c'est R0. Donc la distance entre là et là, c'est donné par ça. Donc le premier terme ici dans l'expression, celui-là, je vais calculer là, le terme qui est ici vous donne le temps de parcours entre là et là si on se propageait en ligne droite. Donc en fait ce terme-là, c'est finalement celui qu'on aurait de toute façon s'il n'y avait pas le soleil. Hein, et d'ailleurs, encore une fois, on le voit parce que c'est le seul qui n'a pas de petite a. Hein. Si on prend la masse du soleil égale à 0, poum, ça enlève le rayon de Schwarzschild, donc A vaut 0, ça vaut 0, ça vaut 0, il y a A là, il y a A là, mais lui non. Donc voilà, ça c'est le terme en espace-temps plat. Et donc, ce qu'on appelle le retard de propagation, c'est juste le reste en fait. Ça, on ne va pas s'en occuper, et ce qu'on mesure dans les expériences, ce qu'on essaie de mesurer, c'est ces termes-là. C'est eux qui sont responsables d'un allongement ou d'un ralentissement, on va voir, du temps de parcours entre du temps de parcours de la lumière entre la Terre, puis la planète, puis de nouveau jusqu'à la Terre. Donc je viens de vous dire qu'on pouvait calculer les intégrales qui sont ici avec les primitives que je vous ai présentées là. Du coup je vais vous écrire là simplement le résultat final qu'on trouve pour T. On trouve à la fin que, alors là ça c'est quand je ne le connais pas par cœur non plus avec tout ce qu'il faut dans le bon sens. Je vais écrire ça comme ça, T pour aller d'un rayon R au rayon R0 de plus petite approche, est donné par ce terme-là dont on vient de parler, plus A sur C, log de R plus racine de R2 plus A2, sur R0, sur R0. Voilà, ça c'était le truc en arc cosinus hyperbolique là. Et plus un autre terme en A sur 2C. R moins R0 sur R plus R0 avec une racine carrée. Ça c'est le premier terme, celui que je vous ai calculé tout à l'heure. Donc voilà ce qu'on trouve pour le temps. Alors ça, attention, hein, c'est le temps pour aller de R, R à R0. Donc en fait, c'est juste un quart du chemin, ça. Donc pour avoir le temps qu'il faut pour que le signal fasse un aller-retour ici de R1, enfin de la Terre à Vénus, il faut prendre ça entre R1 et R0, puis ça entre R0 et R2, je vais appeler ça R2, là, la distance à la deuxième planète, puis de nouveau entre ça et R0, donc, et puis de nouveau entre R0 et R1. Donc en fait, il y a des termes qui sont en double ici. Hein. Le temps qu'il faut pour aller de là à là, c'est le même que celui pour aller de là à là. Donc ce qu'on trouve pour le temps total, c'est égal à 2 fois R1 carré moins R0 carré sur C plus R2 carré moins R0 carré sur C. Donc ça, c'est la propagation en ligne droite, en fait. Donc ça va pas être le retard proprement dit. Ce terme-là ne va pas nous intéresser ici. Plus A sur C
log de, ben c'est parti. Alors il y a 2A sur C parce qu'il y a les termes qui comptent double dans la somme ici. Il y en a un ici avec R1. Alors, je vais reprendre la ligne qui est ici, vous allez voir pourquoi tout de suite là. Là, j'ai envie d'écrire ça, plus la même chose avec R2, plus lui avec R1 et plus lui avec R2. Et je vais vous dire après, oui mais attention, on va être dans des situations où R est très grand devant R0 ici. Quand on a fait l'expérience, quand les gens ont vérifié la prédiction de Shapiro, ils sont placés dans une situation ici où Vénus était quasiment derrière le Soleil, et donc où on rasait vraiment la surface du Soleil. Donc ici on a 700 000 km, là on a 150 millions de kilomètres. Donc ça c'est beaucoup plus grand que ça. Donc cette approximation je vais la faire tout de suite en fait. Ça sert à rien de vous écrire plein de termes puis après d'en enlever plein. Je vais tout de suite ici faire cette approximation. Donc dans l'approximation où R est petit r est très grand devant R0, ça s'écrit aussi R sur C plus A sur C log de... Ici, ça fait R carré plus R0 carré, ça fait à peu près R carré. Ce terme-là est négligeable, on construit avec R, et ça fait ici 2R sur R0. Plus, et ce terme-là ici, A sur 2C. Et c'est ça que je vais prendre du coup en compte maintenant. Il faut prendre 4 exemplaires de ce temps-là. Correspond aux 4 bouts ici, Terre, milieu, milieu, Vénus, Vénus, milieu, milieu, Terre. Et donc le delta T de temps total s'écrit du coup 2 fois R2 plus R1 sur C plus A sur C log de 2R1 sur R0 plus A sur C log de 2R2 sur R0 plus A sur 2C plus encore A sur 2C, c'est-à-dire A sur C. Donc effectivement, lui, il y est effectivement les 4 fois, oui. Entre R0, enfin R1, R0, R0, R1, donc il y est 4 fois, donc c'est 2A sur C ici. Et pour les autres aussi, hein, il y a un facteur 2 là, et un facteur 2 là. On va ici, donc, on va de là à là, donc ça fait entre R1 et R0. Il va là-bas, et quand il revient, on a de nouveau entre R0 et R1, donc on compte 2 fois. On a 2 là, on a 2 là aussi, on a 2 là ici. Et donc ça donne, pour le retard maintenant, ce qu'on appelle le retard, vous voyez que ici, cette grandeur-là, elle est positive, donc le temps total est plus grand que celui qu'on attendra en ligne droite. C'est ce terme-là qu'on appelle le retard. Et donc il vaut 2A sur C, facteur 2, et ici je vais regrouper les logs. Log de ça plus log de ça fait log du produit. Ça fait log de 4 R1, R2 sur R0 carré, plus 1. Voilà. Et je vais l'écrire une dernière fois en mettant les constantes comme je l'ai fait tout à l'heure. Enfin, les constantes physiques, A c'est 2Gm sur C2, donc ça fait 4Gm sur C cube, facteur 2, log de 4 R1, R2 sur R0 carré, plus 1. Alors attention, dernière subtilité liée à ça c'est le delta t, c'est-à-dire qu'a priori c'est juste l'écart entre les coordonnées temporelles de temps dans la métrique de Schwarzschild correspondant à 2 événements. L'événement de départ c'est une onde par ici, et l'événement de fin c'est l'onde revient là. Pour le gars qui est ici, lui ce que mesure avec son chronomètre, je vous rappelle que c'est pas ça. Nous on est sur Terre ici, ce qu'on mesure nous c'est le temps propre, hein. On est sur la Terre ici qui ne considère pas le mouvement de la Terre. Je vous rappelle que ds carré, c'est B dt2 plus des trucs spatiaux. Donc si on est immobile dans la métrique de Schwarzschild, le ds2 ici comme ça. Pour un observateur au repos, le ds2 c'est aussi le c2 dτ2, ça c'est le temps propre. Et donc le temps propre ici est donné par B sur c carré. B c'est 1 moins A sur R. Il y a un c carré qui simplifie avec celui-là dans B, fois dt2. Donc les intervalles de temps ressentis ici par l'observateur ne sont pas égaux aux intervalles de temps coordonnés. Il y a ce facteur-là qui est entre les deux. Cependant, vous voyez que ici, ça c'est quelque chose qui est petit.
le A, on a un A qui est ici, donc ça c'est quelque chose qui est un ordre 1 en petit s en termes de rayon de Schwarzschild. Donc là-dedans, si je m'amuse à dire que delta tau est égal à racine de 1 moins A sur R fois delta t et que je veux prendre ça en compte, ça c'est une correction d'ordre 1 sur une grandeur qui est déjà de l'ordre 1. Donc en fait, à l'ordre le plus bas en A, ça, je m'en fiche. Tout ça, là, delta t, lui, c'est déjà quelque chose qui est petit. Donc corriger un truc petit d'un pouillème, on s'en fout. C'est vraiment cette correction-là qui finalement va jouer. Donc pour ce problème-là, finalement, du fait que A sur R est petit, R ici c'est le R correspondant à la position de la Terre, le fait que nous on soit loin du Soleil, ça veut dire que notre temps finalement n'est pas si différent du temps coordonné, et pour le calcul ici en tout cas, la différence n'intervient pas. Donc voilà, c'est ça le résultat de l'expérience qu'on attend. Si on est sur Terre et puis Vénus est là-bas, et on sait au cours du temps comment les deux planètes se déplacent, on sait comment R0 évolue au cours du temps, et on peut tracer une courbe attendue qui vous donne le retard ici en fonction du temps. Voilà, et on va voir un maximum ici quand les deux planètes ici seront alignées avec le Soleil. Quand Vénus est juste derrière le Soleil, à ce moment-là, l'onde radio doit vraiment raser le Soleil pour atteindre Vénus. On a une valeur maximale ici, et sinon il y a une courbe qui fait ça, une courbe attendue de ce type-là. Donc c'est ça qu'ont mesuré les gens. Effectivement, les valeurs théoriques marchent bien. Je vous propose quand même de calculer l'ordre de grandeur de ça, c'est-à-dire, avec votre machine, calculer ça, là, ce que ça vaut Gm sur C cube. Ça a donc les dimensions d'un temps, puis c'est assez marrant, il n'y a que des constantes dans la masse du Soleil, et des constantes physiques. Quel ordre de grandeur pour le temps ça donne ça? Ah, vous le faites à la machine, vous avez abandonné l'idée de le faire au crayon? Voilà, ça se fait au crayon, ça. Fois 7, 14, divisé par 30, 1 demi, 4, non, ça fait 2. Les nombres là, ils font 2 en fait. Et les puissances, elles font 10 puissance. Ici, ça fait 6, moins 11, ça fait 2 fois 10 puissance, moins 5 secondes. Je trouve 200 millisecondes. 200 microsecondes. C'est ça? Voilà. Donc on a ici au maximum, voilà, enfin, ça va être un peu plus grand que ça, mais l'ordre de grandeur, disons l'échelle, voilà, typique, c'est quelques centièmes de microsecondes, une fraction de milliseconde. Alors, j'allais dire c'est petit ou c'est grand, je ne sais même pas ce que j'allais dire d'ailleurs, voilà, ça vaut 200 millisecondes. Simplement, il faut bien voir que c'est à l'échelle assez longue. Hein. Le temps de parcours ici, nous on est à quelle distance du Soleil? Combien il faut à la lumière pour aller de nous au Soleil? 8 minutes en gros. Hein. Vénus c'est un peu plus près, en quelques minutes. Donc c'est un bon quart d'heure, 20 minutes pour faire l'aller-retour. Donc on veut être capable de voir un retard de l'ordre de 200 microsecondes sur un quart d'heure, 20 minutes. C'est quelque chose qui se fait très bien. Il n'y a aucun souci, on arrive à faire ça. On a des horloges qui permettent de garder la trace du temps de manière aussi précise que ça. Alors, il faut quand même faire un petit peu attention là. Donc, ça c'est bien joli. Voilà, on a une expression théorique, on a une expression attendue, puis on met les mesures. Voilà, ça marche bien. Alors, il faut bien aussi essayer, quand on étudie ce genre d'expérience, essayer de voir quels sont les autres effets que l'effet relativiste qui pourraient conduire à un retard des ondes radio. Est-ce que vous pensez à un effet physique qui pourrait faire que effectivement les ondes mettent plus de temps que prévu pour faire l'aller-retour? Alors l'effet Doppler, ça ne changerait pas le temps, ça changerait leur fréquence, mais ça ne changerait pas le temps qu'elles mettent. Elles vont à la même vitesse, les ondes. Je pense à quelque chose qui se passe ici, là. Vas-y.
Alors la diffraction, oui, mais ça ne changerait pas non plus le temps. Disons que si c'est l'onde qui va de là à là, sur le long de ce rayon lumineux-là, le temps, il vaut ce qu'il vaut, quoi. Donc, la diffraction, ça veut dire qu'il y aura une partie ici qui partirait un peu ailleurs, c'est vrai. C'est pas ici un problème. Température. Et comment ça jouerait sur l'onde? Oui, oui, oui. Donc le mot en mention, c'est pas diffraction. Réfraction, effectivement. Autour du Soleil, on a un plasma. Hein, on est un milieu, en fait. Hein, ça ne s'arrête pas brusquement, le Soleil. Donc c'est un milieu qui a un certain indice de réfraction. Et ça peut éventuellement réfracter les ondes radio. Qui dit réfraction dit donc indice, et donc dit temps de propagation, qui n'est pas. Enfin, la vitesse de propagation de la lumière dans un plasma n'est pas tout à fait égale à celle dans le vide. Donc ça pourrait faire un petit retard. Un moyen de vérifier ça, c'est de prendre d'envoyer des ondes à différentes fréquences. La réfraction, ça a une caractéristique, c'est que c'est très chromatique, ça dépend de la fréquence. Donc si vous envoyez des ondes radar avec plusieurs fréquences et qu'elles ont toutes le même retard, ben voilà, c'est pas de la réfraction, c'est autre chose. Donc pour faire l'expérience, il y a quand même quelques précautions à prendre pour voir, pour s'assurer qu'effectivement, ce qu'on observe, c'est bien ce qu'on attend. Okay. Ben je m'arrête là pour cette partie-là du cours. On essaiera de trouver un créneau ensemble, si possible comme ça, de 3 heures, c'est pas mal, d'un bloc, pour que je vous parle de trous noirs et vraiment de situations extrêmes au niveau de l'horizon. Il y a des choses intéressantes à dire aussi.